Les altcoins, c'est vraiment la catastrophe sur ce cycle. Rien n'a performé sur l'année qui vient de passer, ou du moins presque rien. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de comment choisir correctement un altcoin, savoir lequel sélectionner, à quel moment pour pouvoir réaliser un multiple plus grand que Bitcoin sur un cycle et essayer de le surperformer. Aujourd'hui, pour parler de ça avec moi, j'ai mon très cher Benjamin Robert. C'est un des experts crypto qu'on a dans Réussir en crypto, qui lead notre communauté de plus de 5600 investisseurs. Il a depuis 2 ans étudié plus de 250 projets crypto de fond en comble avec le cadre qu'on a construit ensemble pour réaliser une analyse fondamentale complète. Il a aussi exploré tous les narratifs qui sont passés depuis 2 ans et aujourd'hui, c'est un des experts les plus avancés sur le sujet de l'analyse fondamentale et des altcoins. Donc, bienvenue à toi, mon cher Ben. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, très content de faire ce podcast avec toi. Donc, c'est le premier podcast avec Ben, il y en aura d'autres, bien sûr. Tu as peut-être vu ce qu'on vient de faire avec Seb, qui est sur la partie macro. Ben, c'est vraiment l'expert sur les altcoins, sur l'analyse fondamentale et plus, aussi la DeFi, et cetera. Et donc, on fera les tables rondes, je l'espère, tous les 3 prochainement. Et là, aujourd'hui, le premier podcast avec Ben, c'est vraiment décelé à te donner une masterclass sur comment choisir tes altcoins. On va parler évidemment de la partie, tokenomics, des équipes, des projets. On va parler des narratifs, on va parler de plein de sujets, donc accroche-toi, ça va être dense. Alors, est-ce que pour introduire, tu veux de dire un petit mot, Ben, ou on commence direct dans le vif du sujet? En gros, le but de ce podcast, ça va vraiment être de, comprendre comment choisir un altcoin aujourd'hui et pour ça, on va voir ce qui en 2024 et en 2025 a performé au niveau des narratifs et donc on va essayer d'identifier quels sont les points communs d'un narratif ou d'un projet qui peut performer pour que vous puissiez, être les meilleurs pour pouvoir choisir par la suite vos altcoins et pouvoir réussir ce cycle. Voilà, et déceler qu'est-ce qui a vraiment, drivé les projets qui ont pumpé en 2025. Alors, on commence tout de suite, on aura plusieurs sections aujourd'hui. Première section, on va parler des questions globales, notamment sur l'analyse fondamentale. Première question, comment analyser simplement et rechercher les informations sur une crypto-monnaie? La première étape, ça va être forcément de te rendre sur le site du projet et de comprendre la proposition de valeur en décortiquant le white paper s'il y en a un. Et sinon, tu as des sites qui sont génériques comme, CoinMarketCap par exemple, qui te permettent d'avoir toutes les informations de base, du projet au départ. OK. Comment simplifier la complexité d'indicateurs à regarder pour repérer un bon altcoin? Est-ce qu'il existe une méthodologie? Justement, nous, c'est ce qu'on a créé, chez Réussir en crypto, parce que, si tu veux analyser et pouvoir comparer des altcoins, il te faut que tu utilises tout le temps la même méthodologie. Donc on a, simplifié au maximum les indicateurs et on a gardé 4 piliers à analyser à chaque fois sur une analyse fondamentale, qui est le projet, sa capacité de croissance, ses tokenomics et son adoption, pour à chaque fois avoir un cadre et permettre du coup de comparer les altcoins. Donc si tu veux réaliser des analyses fondamentales, je t'invite à faire la même chose et à vraiment, te créer un cadre pour faire tes recherches et ça te permettra d'automatiser un maximum de choses. Là, aujourd'hui, bon, nous, on en a fait vraiment beaucoup, enfin, surtout Ben, hein, et Yoann, qui travaille avec lui aussi dans notre équipe depuis, quelque temps, tu passes aujourd'hui, vu que tu es vraiment efficace, 4 heures par projet? Ouais, c'est ça, 4 à 5 heures par projet, mais au début, on était plus autour de 6 à 8 heures, le temps de mettre les process en place et puis aussi maintenant, il y a des automatismes qui se sont créés parce que, par exemple, quand maintenant, j'analyse un projet qui est dans la DeFi et ben, le narratif, je l'ai mieux appréhendé qu'au départ et il y a quelques nuances à toujours prendre en compte, mais c'est plus facile maintenant qu'on connaît déjà les secteurs. Voilà, donc vraiment pour analyser une crypto, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on le fait pour nos membres, parce que ça prend tellement de temps, ils pourraient pas le faire eux-mêmes, quoi. Du Mmh coup, mh. dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on fait pour choisir un altcoin? Pourquoi et comment on choisit de le mettre ou de le sortir dans son portefeuille? OK et bah, du coup, c'est ce qu'on verra juste après, je pense. On va parler des narratifs, donc forcément, il faut, déjà avoir des critères qui sont très stricts parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de projets sur, le secteur de la crypto et dans l'écosystème en général, que ça ne sera pas possible d'être investi, partout et ce qui va être important, c'est, ce que j'appelle la thèse d'investissement. C'est que vous allez devoir définir des critères qui sont en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction du temps que vous voulez y passer, en fonction aussi du risque que vous voulez, vous exposer en termes de crypto et donc toute cette thèse d'investissement, elle va être propre à chaque investisseur. Donc ça vient, compléter le cadre qui est le cadre, pour analyser les projets et vous allez définir ces critères et si un projet rentre dans vos critères, vous pouvez le rentrer potentiellement dans votre portefeuille et après le suivre et après, en termes de sortie, il y aura 2 options. La première, c'est si tout se passe bien et que le projet reste dans vos critères et ben, vous allez pouvoir surfer le cycle avec et prendre des profits au fur et à mesure, si, tout se passe bien et si par contre, quand vous suivez votre test d'investissement, vous voyez que, par exemple, le projet
commencent à sortir de vos thèses où il y a un critère qui vient être invalidé ou peut-être que la thèse n'est plus valide, et ben, dans ce cas, il faudra, revoir vos positions sur vos portefeuilles. Donc, voilà les 2 possibilités en gros. Voilà, petit aparté, toutes les questions qu'on vous liste aujourd'hui, c'est, issu d'un sondage qu'on a mené sur nos réseaux sociaux pour savoir tout ce qui vous intéressait sur les Alpes. Donc on va vraiment couvrir tout ce qui va être le plus utile pour vous, hein. C'est vraiment une masterclass aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un projet en dehors du fondamental? Ce qu'on voit, c'est que, bah, il y a beaucoup le marketing et ce marketing va être lié à 2 choses. La première chose, ça va être aussi la perception de la proposition de la valeur que ça va permettre, vis-à-vis du public. En fait, aujourd'hui, ce qui fonctionne dans l'écosystème, comme c'est un écosystème qui est jeune, c'est de savoir si la proposition de valeur, elle fait rêver ou non. Parce que le fait qu'une proposition de valeur, elle fasse rêver ou du moins qu'il y ait beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette proposition de valeur, et ben ça va créer aussi un côté qui va être plus émotionnel, et c'est pour ça qu'on peut voir des projets ou certains narratifs qui vont exploser d'un coup parce qu'il y a un côté irrationalité qui vient prendre le dessus. Et souvent, ce qu'on remarque dans cette irrationalité, c'est qu'elle est liée, notamment à des grandes attentes par rapport au narratif. Si je dois prendre un exemple pour te l'illustrer, c'est l'exemple qu'on a vu sur les agents IA à la fin de l'année 2024 où, sur décembre, on a un marché qui a fait, x20 sur tout le secteur des agents IA. On a une bulle qui a explosé très, très vite parce que, les attentes, elles étaient très fortes à ce sujet, parce que c'était un domaine qui faisait rêver. On voyait déjà les agents IA être autonomes sur la blockchain, on voyait déjà toutes les possibilités se faire. Malheureusement, c'était encore le début et du coup, il n'y avait pas encore les fondamentaux qui suivaient derrière, et c'est pour ça que c'est une bulle qui a potentiellement explosé très rapidement. Et du coup, une question liée à ça, pourquoi est-ce que certains projets sans fondamentaux explosent vraiment alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très solides, ne captent pas la hype dans un même narratif? Ouais, bah, en fait, ça vient se lier à toute cette, perception de la valeur et à tout ce marketing, et parfois, il y a une question de timing en plus. Il y a des projets, par exemple, comme sur les agents IA, qui vont très vite se positionner et très vite créer une marque et un branding autour de ça, sans potentiellement avoir les fondamentaux. Alors qu'il y a certains projets qui auront les fondamentaux, qui vont peut-être, bah, pas mettre leur budget, au départ dans le marketing et dans la communication. Donc ils vont se construire avec plus de temps, et c'est pour ça que peut-être que certains projets qui sont un peu plus des coquilles vides vont mieux performer au départ d'un narratif parce qu'ils vont, se jeter sur la proposition de valeur court terme plutôt que de tenter de construire quelque chose plus long terme. Ouais, on l'a vu par exemple dans le narratif des GPU décentralisés. Des projets qui ont pumpé grave comme, Render à un moment donné, sont des projets qui avaient finalement pas besoin du token, qui avaient pas, vraiment de fondamentaux solides, pas vraiment beaucoup de ressources derrière ou de GPU. Mais vu qu'ils ont mieux marketé, que c'était les premiers, ils ont eu l'avantage sur un projet comme, Flux Protocol qui était beaucoup plus avancé, qui lui n'a pas su vraiment performer alors qu'il était très solide fondamentalement, quoi. Et ça, on Ouais, le voit tous les exactement. jours. Finalement, est-ce qu'il y a des sites qu'on n'a pas évoqués pour aller chercher les infos ou pas, par rapport aux altcoins? Ouais, bah, du coup, les principaux sites, ça va être CoinMarketCap pour toute la globalité, et après, il y a Ouais, CoinGecko X. aussi le concurrent. Ouais, CoinGecko qui est son concurrent. Après, pour tout ce qui va être news et suivre l'avancée des projets, bah, c'est Twitter, enfin anciennement Twitter, aujourd'hui X, qui est vraiment le hub où tout se passe pour la crypto. C'est vraiment s'il y a un réseau social qu'il faut garder pour la crypto et pour se renseigner, c'est vraiment X. Et un petit peu Reddit, mais qui est un peu plus niche. Et après, il y a des sites pour, voir les tokenomics, notamment, moi, celui que j'utilise le plus, c'est CryptoRank parce que je trouve que c'est le plus fluide, et il y a son concurrent qui s'appelle Tokenomist qui est aussi viable, mais moi, c'est une question de pratique. OK. Alors, ça, c'était la première section. Passons à la deuxième. Comment identifier les narratifs et les projets intéressants? Donc les questions qu'on a eues étaient les suivantes. Pourquoi un bon narratif est un bon narratif? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Ça vient encore une fois, pour moi, se lier à la perception de valeur, et selon moi, aujourd'hui, un bon narratif, c'est un narratif qui va s'ancrer dans le temps, dans le marché des cryptos. Parce que on voit que l'écosystème des cryptos, c'est un écosystème qui est en train de devenir mature, même s'il y a encore beaucoup de volatilité et que c'est un marché qui est encore jeune. Et on voit surtout que les acteurs sont en train de faire des paris long terme, et même que les investisseurs commencent à avoir un profil, on va dire, plus raisonné, même s'il y a toujours de l'euphorie et que c'est ce qui caractérise aussi les marchés. Du coup, pour moi, un bon narratif, ça va être un narratif qui est fondamentalement ancré dans le temps. Donc, par exemple, je prends le narratif de la DeFi, qui est un narratif qui est vraiment unique à l'écosystème crypto et qui est une forte valeur ajoutée pour l'écosystème crypto. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est un bon narratif. Et on a aussi les narratifs qui vont être très disruptifs, comme par exemple l'IA qui vient apporter, des nouvelles valeurs, pour l'IA sur la blockchain, le fait de la décentraliser et cetera. Donc on voit qu'il y a fondamentalement des très bons,
des très bons points à utiliser une synergie entre, l'IA par exemple et la blockchain. OK, maintenant, quels sont les prochains narratifs et tendances selon toi? Un ancien narratif qui va beaucoup revenir sur le devant de la scène, ça va être la DeFi, parce qu'on est sur on est sur, comme je le disais, un écosystème qui est en train de regarder de plus en plus les fondamentaux et la DeFi, c'est, le secteur qui est vraiment, propre à la blockchain et à la crypto et c'est un secteur qui génère, des revenus et qui est très utilisé. C'est le secteur qui est aujourd'hui le plus utilisé en crypto. Et je pense qu'on va encore avoir des narratifs autour des agents IA et autour de l'IA, plus particulièrement sur la robotique, qui est un secteur qui est en train vraiment d'arriver à l'esprit de tout le monde, même dans le web 2, enfin dans les entreprises classiques. Et donc, avec le narratif agent IA qui peut être décentralisé, je pense qu'il y aura de la hype sur ce secteur. Et on a un secteur en dessous qui vient s'imbriquer, qui s'appelle le narratif X402, qui est, pour faire simple, l'infrastructure qui va permettre aux agents IA de se payer entre eux très facilement et du coup, les agents IA ont la nécessité d'être sur la blockchain selon moi, parce qu'ils ont besoin de détenir leurs propres lettres, ils ont besoin d'être autonomes et ce qui est aujourd'hui impossible dans la finance décentralisée, et ce qui est aujourd'hui, pardon, impossible dans la finance centralisée, classique et on a des besoins technologiques qui sont uniquement, propres à la blockchain. OK, donc la DeFi est vraiment s'inscrire dans répondre des besoins de la finance tradi, et remplacer le système et les rails, du système financier actuellement. Et bon, bah, il y a des projets, les plus connus qu'on a depuis très longtemps, c'est donc par exemple AAV pour le prêt et l'emprunt entre particuliers. On a Uniswap et tous les autres exchanges, décentralisés qui sont parmi les plus importants parce qu'ils génèrent beaucoup de frais, ils sont très rentables ces projets-là et d'ailleurs, ils sont sur un narratif actuellement qu'on appelle le fee switch, c'est-à-dire qu'ils vont activer la distribution de leurs revenus à leurs utilisateurs, à ceux qui détiennent les tokens, ce qui devrait leur apporter de l'attraction. Après, il y a des projets qu'on aime suivre, notamment il y a l'écosystème Base qui est vraiment en train de pousser, en termes d'adoption. Dans Base, on a 2 projets comme par exemple Aerodrome qui est un échange décentralisé sur l'écosystème Base qui, est un projet méga solide. Cela dit, la TVL, elle fait un peu du surplace depuis quelque temps, elle est un peu en baisse, donc l'usage de ce protocole. Par contre, si on veut un projet sur Base qui a vraiment une total value lock, une TVL qui augmente drastiquement, on peut regarder Morpho, qui est le concurrent de AAV, mais sur l'écosystème Base, donc du prêt et emprunt entre particuliers de façon décentralisée. Voilà le genre de projet en fait qui nous intéresse nous. Sur Solana, il y a des exchanges décentralisés comme Jupiter, Raydium, etc. Après voilà, on verra plus tard, timing ou pas si c'est le moment, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va regarder d'abord les fondamentaux et là, c'est les leaders grosso modo des chains qui nous intéressent, quoi. Dans d'autres secteurs, on peut citer la tokenisation, les RWA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce narratif? Ben, pour moi, c'est aussi un narratif qui va venir s'ancrer. C'est un peu un narratif qui va aussi être en synergie avec la DeFi, parce qu'on voit que le narratif des RWA, en fait, c'est le fait de tokeniser des actifs qui étaient dans le monde traditionnel sur la blockchain. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de réduire les frais, parce que l'accessibilité est plus facile. Ça permet pour tous les actifs traditionnels d'être plus liquides, parce qu'ils ont accès à un plus grand marché. Le particulier va beaucoup plus facilement pouvoir y accéder. Et ça vient créer une synergie avec la DeFi parce que tout ce qui va être RWA pourrait être utilisé en tant que collatéral, donc mis en garantie pour ensuite emprunter ou utiliser d'autres protocoles en DeFi et pour lever des fonds et pouvoir se servir de cette liquidité en DeFi. Donc on a vraiment 2 narratifs qui viennent, se corréler. Ouais, c'est ça, s'imbriquer et se corréler et donc pour moi, comme la DeFi est vraiment la brique principale, aujourd'hui de la crypto, ça fait vraiment sens d'avoir les RWA qui viennent, s'y lier et aujourd'hui, les RWA, c'est vraiment, le narratif qui est, poussé par les institutionnels parce qu'ils ont aussi, un grand intérêt à aller vers ce narratif. Parce que ça leur permet, bah, comme je l'ai évoqué juste avant, d'avoir plus de liquidité, de pouvoir proposer leurs produits plus facilement et donc on a vraiment une finance qui est en train, de devenir bilatérale. Je pense que ça remplacera jamais, la finance centralisée évidemment, mais ça permet de créer, vraiment 2 possibilités et chaque acteur trouvera son compte dans les 2 possibilités, je pense. Ouais, on voit de toute façon les plus grands qui s'y mettent, très fortement, notamment BlackRock, qui bosse avec Ondo pour avoir son propre stablecoin et aussi tokeniser des obligations. On a, donc Ondo qui vient tokeniser des actions aussi. Bon, cela dit, Ondo, attention, il y a 100 d'inflation en janvier. Après, généralement, en période de bull run, l'inflation a assez peu d'impact sur un projet, donc on espère que le marché reparte, grâce aux liquidités, ce qui permettrait à Ondo de performer. Et donc il y a plein d'autres petits projets qui performent, plus ou moins bien actuellement en tokenisation, des choses qu'on avait repérées très, très tôt, qu'on avait eu à la genèse des projets et aujourd'hui, c'est un cas d'usage qui est tellement large qu'on devrait en fait, bah, vraiment le voir de partout dans les prochaines années. Et ce serait quelque chose même de transparent, on ne se rendra même pas compte qu'il y a une blockchain derrière, tous les actifs qu'on achète, grosso modo. Mais bon, voilà, tokenisation, donc RWA qui veut dire Real World Assets et DeFi qui veut dire Decentralized Finance, finance décentralisée, c'est
de narratifs très, très, très concrets. Et le troisième le plus concret, qu'on a aujourd'hui, c'est donc l'IA. Et donc dans l'IA, il y a une tonne de projets qui existent. Le leader aujourd'hui qu'on a su acheter en bas, nous, c'est BitTensor, donc le token Tao, qui est un écosystème où on va vraiment créer, des rails, une infrastructure pour venir construire plein d'agents autonomes et des projets IA sur la blockchain. Voilà grosso modo pour les projets qui brillent le plus actuellement que nous on avait su acheter tout en bas, Ondo aussi d'ailleurs. Hem, OK, maintenant, comment savoir si un projet est un scam? Bah, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a des sites qui permettent d'auditer les smart contracts. Donc déjà, c'est important de voir s'il y a un smart contract qui est, audité et qui est viable. Donc il y a des sites comme, Certic qui permettent de vérifier ça, s'il y a un audit qui a été réalisé ou non. Et il y a aussi d'autres possibilités, c'est déjà, limiter les risques. Déjà, premier risque à limiter, c'est de ne pas aller trop loin dans, le top coin market cap, enfin dans le top, sur le marché. Plus on va loin, plus on s'expose à des petits projets et donc plus on s'expose peut-être à des projets plus risqués en termes de fondamentaux. Et le deuxième point, c'est vraiment, de faire des recherches quand on investit dans un projet. C'est pas juste on voit quelque chose passer sur X et on investit directement dedans. Il y a aussi, Dexscreener par exemple, qui permet, d'avoir, plusieurs indicateurs et qui fait des pré-audits et du moins qui montre, les différents points, de vigilance à avoir. Ouais, DexTrader, en fait, ça permet de déceler les crypto-monnaies qui sont pas encore listées sur les plateformes d'exchange, centralisées dans le public, genre Binance ou Kraken, de voir ce qui est en DeFi sort tout de suite et d'avoir un suivi ceux qui font du sniping, donc qui vont essayer de chercher à acheter les crypto-monnaies dès qu'elles sortent ou qui font du trading court terme, enfin, tous ceux qui ont une méthode un peu dégénérée, qui est très risquée, utilisent ça. Et du coup, il y a une question qui était liée, à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi est-ce que finalement il y a des scams qui arrivent à performer, quoi? C'est ce qu'on appelle un pump and dump. En fait, il suffit qu'il y ait un projet qui arrive avec un narratif plein de promesses, un bon marketing, une bonne communauté. Ça arrive tous les jours. Ils poussent leur token, le token pump parce qu'il y a un effet de masse, une euphorie de masse, un FOMO. Et une fois que le prix est assez monté, soit l'équipe, derrière fait un rug pull, donc elle va retirer la pool de liquidité et garder les tokens pour elle et du coup plus permettre à personne de vendre et donc garder elle, les USDC qui auront été dans la pool ou simplement, elle va vendre sur sa communauté, vendre sur ceux qui ont acheté le token et bah, faire en sorte que tout le monde perde tout et les gens vont rester dans l'espoir tant que le truc fait que de descendre. Donc il y en a des dizaines par jour qui sortent comme ça, donc soyez prudents. Ouais, c'est ça. Et si je peux rajouter quelque chose, là-dessus, il y a aussi des scams qui sont, très sophistiqués et qui peuvent être durs à déceler. Je vois par exemple, Mantra qu'on n'avait pas forcément vu en tant que scam parce qu'ils avaient, potentiellement une mécanique qui était qui était «intéressante» entre guillemets, c'est qu'à chaque fois, ils faisaient une migration du contrat et ils bloquaient les anciens détenteurs dans l'ancien contrat. Donc ça faisait, des pumps, assez réguliers dès que ça changeait parce qu'il y avait plus de supply, enfin plus de la enfin, les tokens qui étaient, du coup disponibles devenaient de moins en moins gros, donc à chaque fois ça créait un choc d'offres et ben, ce qui aurait pu nous alerter, c'est vraiment que la le graphique, il était pas du tout organique et qu'on voyait qu'il y avait quelque chose de bizarre, sur le graphique de Mantra. Donc ça peut aussi, si vous n'avez pas perçu que c'était un scam directement, ça peut être des points qui vous alertent et des points de vigilance à avoir du coup. Concernant les projets qui sont pas encore disponibles sur les plateformes publiques, donc on appelle ça un listing. En anglais on dit, TGE, Token Generation Event, le jour où il est listé sur une plateforme publique et généralement il le fait sur, d'abord les petites puis après les plus grosses. Comment est-ce qu'on fait avant qu'il soit listé pour déceler un projet qui est viable? Sur quoi on se base, sachant qu'il est très jeune? Et après j'aurais une autre question. OK, pas de souci. Du coup, comment on fait pour les déceler? Bah, ça, faut un peu fouiller à droite, à gauche. Donc, premièrement, vous pourrez pas fouiller et chercher sur tous les narratifs, donc c'est pour ça, choisissez des secteurs dont vous avez des enfin, dans lesquels vous avez des convictions et dont vous avez envie de creuser. Et ensuite, après, il y a des sites qui répertorient, les nouveaux projets qui vont sortir. Je pense, par exemple, à Keito, qui est un site qui mesure, donc la le mindshare, ouais, c'est ça, donc c'est la «part d'esprit» entre guillemets que, capte un projet avant sa sortie et donc ça permet déjà de voir les projets qui ont pas encore sorti leur token et qui vont potentiellement sortir et aussi du coup de voir l'attention qui est portée sur ces projets. Donc ça, c'est le premier point et ensuite, Juste même pour si rebondir là-dessus, le mindshare si vous voulez, symboliser ça, imaginez un cerveau. Votre cerveau, il a des pourcentages qui sont utilisés pour plein de choses. Le plus gros, ça va être, votre partenaire qui vous casse les pieds. Le deuxième, ça va être votre patron qui vous stresse, je dis une bêtise, ou votre travail si ça vous plaît. Et puis, des fois, il y a des portions qui sont prises par les cryptos ou autre chose. Bon, imaginez un cerveau qui pense qu'aux crypto-monnaies. Dans ce cerveau, il y a, je ne sais pas ce que c'est actuellement, mais il y a 30 qui pensent à l'IA, il y a 30 qui pensent au RWA, il y a, 20 qui pensent à la DeFi, il y a 10 qui pensent au meme coin et cetera. Donc en fait, on va mesurer la part de votre cerveau qui est pris par, un narratif pour comprendre à quel point il est hypé actuellement dans le marché et à quel point il est visible.
Exactement. Et du coup, ça va être tout ce qui est engagement sur les réseaux, tout ce qui est nombre de tweets sur ce secteur, et cetera, et développement des projets ou autres. Du coup, je t'ai coupé. Ouais, je sais plus où on était. Tu parlais de Kaito et après tu avais un autre outil, important pour les projets jeunes? Ah oui, et du coup, une fois que vous avez identifié les projets qui ont pas encore sorti leur token, et bah, vous faites le même travail d'analyse fondamentale, et le travail le plus important, ça va être aussi de bien comprendre les tokenomics parce que comme le projet est pas encore sorti, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu, notamment, tout ce qui est la partie inflation du token, utilité du token, et cetera. OK. Bon, question liée, du coup, comment on fait pour participer dans les préventes avant que ces projets soient listés publiquement? Donc ça, je vais y répondre. Avant, moi, j'ai participé en 2016-2017 à, des ICO. Donc ICO qui voulait dire Initial Coin Offering, où sur des sites, on pouvait, simplement aller, déposer des Ethers, acheter ou notre crypto-monnaie, mais c'est souvent des Ethers, pour aller acheter une crypto avant qu'elle ne sorte, donc participer à la prévente. Par exemple, moi, j'avais acheté de l'EOS en 2017 et on avait accès à ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde finalement sur ce marché et on avait facilement accès à ces projets-là. Maintenant, depuis, les ICO, elles ont été happées par tous les robots de trading. Ça veut dire quand il y a une ICO intéressante qui sort sur un avec un site la lance ou qu'elle est lancée sur un gros, launchpad, tu peux me lister des noms de launchpad sur lesquels on a des ICO aujourd'hui? Ou des pre-sales? Ouais, bah, par exemple, on a eu la ICO, récemment de Mega ETH qui l'a fait sur son propre site, et on a aussi sur l'écosystème Sui, un projet qui s'appelle Build App qui permet Buildpad pardon, qui permet d'aller voir les ICO sur l'écosystème Sui en général. OK, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que je me souviens plus du site sur lequel j'allais. Pardon. En fait, Peut-être on le CoinList, fait plus non? parce que voilà, Coinlist, bien vu. On le fait plus parce que, aujourd'hui, on va sur un site, on se connecte à 3 heures du matin pour aller, cliquer pour, participer à la private sale et puis il y a 200-400 000 robots qui nous passent devant. On est sur une liste d'attente interminable et évidemment, l'ICO est pleine, bien avant qu'on puisse y accéder. Donc, pour les bons projets, ça se passe comme ça. Pour les projets pourris, ils sont listés sur Binance ou d'autres launchpads. Là, il y a Coinbase qui lance un launchpad prochainement, peut-être qu'il y aura des projets intéressants. Mais soit le projet est vraiment pourri, soit c'est un bon projet, mais on a le droit de mettre que 300, 500, 700 $ dessus, donc franchement l'impact il est minime. Et donc maintenant, la seule solution qu'on a pour aller acheter des projets en pre-sale, c'est d'avoir des accès privilégiés. Nous, on a un partenaire qui s'appelle, My Advisor, MSA, qui justement a accès, en amont à tous ces projets qui sortent. Pourquoi? Parce qu'ils sont, attelés à une autre entreprise qui s'appelle Nomix, qui fait les tokenomics des projets crypto intéressants et donc du coup, ils ont des accès et donc ces accès-là, ils nous les partagent et on en fait profiter, nos membres. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description. C'est le seul moyen qui reste aujourd'hui pour pouvoir participer à des projets intéressants vraiment en private sale. Ou alors l'autre moyen, c'est de connaître un fondateur crypto et d'avoir un accès privilégié, mais bon, voilà, c'est devenu assez compliqué. Alors, ça c'est OK pour les pré-sales, donc les préventes qui sont avant le listing public, qui d'ailleurs vont te permettre d'accéder à un prix d'un projet normalement moins cher que ce qui sera listé au prix public et c'est ça l'intérêt du pré-sale, hein, c'est d'acheter un projet avant tout le monde à un meilleur prix et de pouvoir le revendre en partie à la sortie. Par contre, il faut que tu saches que quand le projet sort, souvent tu as des conditions, tu bénéficies pas de toutes tes cryptos tout de suite pour tout liquider d'un coup. Non, tu as ce qu'on appelle un vesting. Donc un vesting, c'est un planning pendant lequel tu vas recevoir tes crypto-monnaies, étalées dans le temps. Par exemple, on te dit que pendant, 12 mois, tu vas recevoir, un douzième de tes crypto-monnaies chaque mois que tu as acheté et des fois, souvent, il y a ce qu'on appelle un cliff. Donc un cliff, c'est grosso modo un canyon, un vide, une période de vide qu'il y aura entre le moment où le token sera listé et le moment où tu vas pouvoir commencer à recevoir tes premiers tokens et les vendre. Par exemple, on va te dire, bah, tu as un cliff de 3 mois. Le token est listé sur Binance, au 20 novembre. Pendant 3 mois, tu as pas tes crypto-monnaies et au bout de 3 mois, tu reçois un douzième et après pendant encore 11 mois, tu reçois, un douzième de tes cryptos. Donc voilà. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui disent que les altcoins, c'est du vent, c'est un investissement sur des promesses comme une startup et que 99% des projets vont aller à 0. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est en partie vrai, forcément parce qu'on est sur un marché qui est hyper innovant, donc il y a beaucoup d'acteurs qui veulent, heu, s'impliquer sur ce marché. Donc il y a forcément des projets qui vont, avoir des technologies et avoir des projets disruptifs et d'autres qui vont, malheureusement rester dans la masse et pas performer. Donc oui, il y a une partie, de risque qui est assez élevée, surtout plus on descend dans la liste sur, CoinMarketCap. Encore une fois, parce que plus on descend, moins c'est valorisé, plus c'est risqué et plus c'est des petits projets. Maintenant, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un secteur qui est en train de devenir mature, qu'on a des narratifs qui sont en train de devenir leaders et qui sont en train de s'implanter sur le long terme. Et donc sur ces leaders, enfin c'est sur ces narratifs leaders, il y a aussi des projets qui sont leaders et qui sont là, qui commencent à être là depuis longtemps. Donc on commence à avoir les deux, on commence, je pense, à avoir un tri aussi sur le marché, que les petits projets qui apportent pas de valeur et qui sont des coquilles vides vont de moins en moins intéresser l'investisseur.
et donc on va avoir un secteur qui sera toujours risqué, mais où les fondamentaux vont de plus en plus, être importants, dans la suite de cet écosystème, je pense. Ouais, tout à fait. Il y a bon, c'est vrai, hein, la plupart des projets aujourd'hui sont vraiment, valent rien. Faut savoir qu'il me semble que les chiffres, c'était un truc comme ça. Je crois qu'on avait 17 000 projets au sommet 2017. Je crois qu'on a à peu près 100 000 projets au sommet 2021 et là, on doit être entre 40 et 50 millions. Donc forcément, l'attention, elle est diluée, les capitaux sont dilués, tout le monde sort des pump and dump à tout va, il y en a plusieurs chaque minute, il y a des tonnes de meme coins qui sont sortis qui ont aucune valeur fondamentale, qui sont basés que sur du marketing, de la hype et une communauté. Et d'ailleurs, on a construit un framework aussi pour les meme coins et mais bon, c'est pas le cœur de ce qu'on fait, hein. Ouais, la plupart des projets vont aller à zéro. Il y en a très peu qui sont viables. Logiquement, il faudrait regarder aujourd'hui, je dirais le top 100, éventuellement top 200 pour choisir des cryptomonnaies de qualité. Même dans le top 100, je suis étonné de voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses qui ont pas du tout, leur place ici. Je crois que tu es d'accord avec ça, Ben? Ouais, tout à fait. Et ouais, il faut passer du temps sur le marché, le comprendre et le maîtriser, donc c'est pour ça qu'on est là. Hem, est-ce que, tu as un autre narratif en tête ou quelque chose, à souffler avant qu'on passe à la section suivante? Est-ce que tu vois des narratifs qui sont faits pour durer dans le temps, mis à part la DeFi, la tokenisation et l'IA? On pense au layer 1. Donc layer 1, c'est les infrastructures, Ethereum, Solana et cetera. Est-ce que tu penses à un autre narratif intéressant pour la suite? Non, enfin, je pense que du coup, un sous-narratif, ça va être les agents IA parce que encore une fois, comme je disais, les agents IA, ils vont pouvoir être corrélés à beaucoup d'autres secteurs. Donc, il pourrait y avoir des choses avec la DeFi, avec le RWA, enfin, avec plein de choses. Tout ce qui est automatisation dans la blockchain, ça va vraiment aussi être quelque chose d'important. Donc, oui, les agents IA. Après, il y a encore beaucoup de projets, c'est encore un narratif très jeune, donc très spéculatif et très risqué. OK. Bon, alors quatrième section, évaluer l'adoption, communauté, partenariat, liquidité. Comment trouver si un altcoin génère des revenus? OK, bah, pour ça, si, le projet n'en parle pas, il y a des sites comme DeFi Lama qui permettent de, vérifier les revenus qui sont générés par, des projets tout simplement et comme je le disais, bah, ça va être de plus en plus important de regarder, ce point-là fondamental parce que c'est les projets qui vont générer des revenus qui seront, pérennes sur le long terme et donc qui pourront avoir, une viabilité assez long terme. Ouais, donc parmi les projets qui génèrent beaucoup de revenus aujourd'hui, il y a donc, je vous le disais, AV, Uniswap, Morpho. À quoi Ouais, tu des penses projets d'autres comme, sinon? SciRup aussi qui sont plus petits dans Ouais. les RWA. Mmh. Ouais, principalement, c'est ces narratifs-là. Ouais, ça, vous pouvez suivre les RWA sur, rwa.xyz. C'est un site qu'on suit depuis à peu près 3 ans, où on peut capter, hein, finalement la part de marché que prennent chaque projet en RWA. Tous ceux qui sont listés n'ont pas un token, tous ne sont pas viables, mais certains petits qu'on a décelés dès le début se portent plutôt bien maintenant. Ouais, après, dans Comment 2 autres projets pardon, 2 autres projets vas-y. sur d'autres narratifs qui sont viables et qui génèrent des revenus. Il y a PumpFun, qui est un launchpad sur, Solana, qui génère énormément de revenus et il y a aussi, Virtuals, qui est lui un launchpad d'agents IA. Donc PumpFun, c'est, launchpad de meme coin, donc pour lancer très facilement des meme coins en 2 clics et Virtuals, c'est la même chose mais pour les agents IA. Donc, 2 propositions de valeur différentes, mais 2 projets qui génèrent des revenus. On voit que c'est souvent l'infrastructure sous-jacente qui va générer des revenus et pas forcément les agents IA en eux-mêmes. Donc, concentrez-vous peut-être sur toute la partie, sous-jacente qu'on ne voit pas forcément, mais qui elle est rentable et qui est vraiment la le socle de tout le développement derrière. Ça va être plus facile de s'exposer à une infrastructure que de tenter de choper, un seul agent IA, sur, les dizaines de milliers qui vont se créer. C'est hyper important ce que dit, Ben ici, c'est un truc qu'on a démontré aux membres déjà depuis 2-3 ans. C'est que vraiment l'infrastructure, c'est celle qui capte de la valeur. Donc forcément, par exemple, je vous prends un exemple, BitTensor, donc le token Tao, c'est l'infrastructure en soi. Sur BitTensor sont construits, des dizaines, voire des centaines de subnets, donc de sous-réseaux, de projets et qui ont chacun un token qui est volatile, qui est pricé en Tao et donc sa valeur en Tao va dépendre de son adoption. Et là, vous prenez un risque supplémentaire. Vous êtes exposé à la fois à la valeur de Tao qui fluctue, puis en plus par-dessus ça, à l'adoption de ce projet-là. Donc le risque est double. Oui, ça peut payer, mais c'est quand même très, très, très risqué. Et donc dans les agents IA, on voyait des trucs comme, AIXBT, Cerebro, heu, Vader AI et cetera, ce genre de agents IA qui ont été très fameux et puis finalement qui sont partis à la cave. Soyez prudents, quoi. Comment mesurer l'adoption long terme des protocoles? Il y a plusieurs métriques à regarder du coup. La première chose, ça va être, tout ce qui est, nombre de transactions et utilisation, journalière, on va dire et la deuxième, ça va être aussi, peut-être le nombre de holders des tokens, voir si le nombre est croissant. Donc voilà les 3 principales métriques à connaître sur ce domaine-là.
OK, et du coup, comment déterminer la hype autour d'un projet? Ouais, alors au niveau de la hype, du coup, ça va être plus des catalyseurs externes qu'il faudra, regarder et nous, quand on essaye de repérer la hype en fait, la hype, ça va être le plus dur, ça va être le point, fondamental, le plus compliqué à mesurer parce que c'est le point qui est le «moins tangible» entre guillemets. Donc ce qu'il faut regarder, ça va être potentiellement les événements qui sont liés au secteur, donc au narratif. Est-ce qu'il y a des grands événements ou des grandes nouvelles marquantes et qui peuvent, être un catalyseur important? Ensuite, est-ce qu'au niveau du projet en lui-même, il y a des événements spécifiques, par exemple des changements de tokenomics, des nouvelles, des partenariats ou autres, qui peuvent aussi être un élément catalyseur? Une fois qu'on a ça, en fait, c'est un peu une méthode en forme d'entonnoir. On regarde du plus large au plus serré. Ensuite, on va regarder aussi tout ce qui est volume, de trading au niveau du token. Donc, bah, comme je le disais sur des sites comme, Dexscreener ou autres, on a les volumes parfois, voir s'il y a, potentiellement une anomalie dans les volumes à la hausse ou à la baisse. Ensuite, on va essayer aussi de regarder le volume de recherche. Donc ça c'est ce qui vient le plus difficile parce qu'avec tout ce qui est, ChatGPT ou autre, les gens vont plus forcément chercher sur Google. Donc des outils comme on avait, comme avant, comme Google Trends ou autres, deviennent un peu, moins, efficaces parce que les recherches deviennent un peu plus fragmentées et différentes. Donc on va essayer aussi de regarder le volume de recherche sur tout ce qui est X parce que c'est vraiment le réseau social le plus important et après D'ailleurs, on peut sur demander à X. l'IA de Grok, donc de X qui s'appelle Grok, comment il capte les tendances sur un projet. Ouais, tout à fait et après du coup, il y aura aussi l'outil, Keito, qui est un outil qui est très poussé sur le mindshare, mais qui est Mmh. assez élevé en termes de prix et après on a aussi, tout ce qui est donc ressenti et sentiment de la communauté et ça, c'est très difficile à mesurer donc ça va être, aussi vous par rapport à votre appréciation donc lire les commentaires, un peu aller glaner des informations à droite à gauche pour, comprendre si la communauté est plutôt bullish et les ressentis par rapport à ça. Ouais, parce que finalement, on a que 2 extrêmes, soit tout le monde est méga bullish, soit tout le monde est méga bearish et insulte le projet, donc c'est difficile de faire la différence parce que c'est très bullish pendant longtemps et puis d'un coup, dès que le projet est tout en bas, c'est la colère, quoi. Ouais, c'est ça. Hem, OK, donc on a vu du coup comment évaluer l'adoption. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu fais pour analyser les tokenomics d'un projet? Regarder la supply, le vesting, l'inflation, les différentes, visions des parties prenantes. Donc pour démarrer, comment interpréter des unlocks de tokens? Un unlock de token, un token, c'est une unité d'une cryptomonnaie, par exemple, le projet, Bitensor, un TAO, c'est un token. Un unlock, c'est un déverrouillage. Donc il y a quand un projet est lancé en phase privée, comme je vous ai dit, en prévente, au moment où il est lancé publiquement, on donne pas 100 des tokens à tous ceux qui ont acheté en amont. C'est ce qu'on faisait bien avant pour les ICO, mais plus maintenant. Là, on va donc étaler dans le temps ce qu'on leur donne comme token et donc ça va être valable pour les premiers investisseurs, ça va être valable pour ceux qui sont arrivés juste après dans les préventes suivantes, ça va être valable pour l'équipe, ça va être valable pour le board et cetera. Donc il y aura un calendrier en fait qu'on va suivre de libération de tokens. Ça va être important parce que quand on va regarder quand un token se lance, si on constate en fait qu'il y a beaucoup d'inflation tout de suite, ça peut vraiment écraser le prix. Alors que si on a un token qui a déjà beaucoup de tokens libérés et qu'il reste plus que 30 de la supply, donc de la quantité de tokens disponibles, enfin je veux dire, bloqués à libérer, bah, la pression elle est finalement assez moindre, hein. Donc comment est-ce qu'on interprète ces unlocks de tokens et comment on fait pour savoir si une répartition est saine? Alors, du coup, la première chose, c'est, vraiment de bien comprendre les différents enjeux des différentes parties prenantes qui vont recevoir des tokens. Donc, par exemple, nous, en tant que communauté, on n'aura pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies par rapport à un VC qui va rentrer. Donc un VC, c'est un venture capital. C'est quelqu'un qui va investir au début de l'argent parce qu'il croit dans le projet, au à sa genèse et donc on n'aura forcément pas, le même, état d'esprit quant au fait de garder le token. Un VC, son seul but, entre guillemets, c'est d'être rentable et de gagner de l'argent en pariant, son argent très tôt dans un projet et nous, en tant que communauté, bah, il y a plusieurs choses. Les tokens qui vont être distribués à la communauté. Si le token est utile, on y reviendra, sûrement après, mais si le token est utile, on peut s'en servir régulièrement dans l'écosystème. Donc nous, on a peut-être plus, un profil de holder long terme parce qu'on va devoir utiliser, par exemple, le token pour payer des frais sur une blockchain ou le token, si on le garde, on va avoir peut-être des remises ou des avantages à l'utilisation du protocole ou, du projet crypto. Donc il y a ça et aussi on a tout ce qui est vesting de la team. Donc voir si la team pour moi, ce qui est important, c'est de voir si la team a une vision plutôt long terme. Donc est-ce que la team a un cliff assez long ou du moins une répartition après, des unlocks qui sont assez longs? Je me méfie souvent quand je vois que la team, elle récupère tous ses tokens en moins de 2 ans, parce que je me dis que si même la team elle-même,
a une vision très court terme de moins de 2 ans sur son projet et veut tous ses tokens très rapidement, c'est pas forcément positif, je trouve, en termes d'état d'esprit. Après, c'est très peu tangible, mais du coup, on a forcément dû créer, un peu des normes et des indicateurs que nous, on utilise comme repères. Et ce que je préfère, c'est voir potentiellement un cliff de 12 à 24 mois et après un unlock sur, 12 à 48 mois. Ça serait c'est vraiment le top d'avoir des Mmh. unlocks qui sont vraiment sur du très long terme. Et Et quand on regarde donc la ouais. répartition, des tokens initialement émis, donc il y a quoi? Il y a l'équipe, il y a le board, il y a les VC, il y a les pre-sales, 1, 2, 3. Il y a aussi souvent, ils utilisent du budget comme trésorerie, du budget pour du marketing et en fait, souvent, en fait, on doit regrouper tout ça dans la team. En gros, c'est des ressources disponibles pour la team, donc on à partir de quel seuil tu juges qu'en ajoutant tout ça, tout ce qui est équipe, marketing, trésorerie, à ton avis, quel est le maximum qu'ils doivent détenir, en cumulé dans la portion de token? Ouais, moi, un gros red flag, c'est si plus de 50 est détenu par des insiders, même si ça va servir au projet. En soi, des fois, il y a des utilisations qui sont bonnes, mais je Donc me tu dis que inclus les c VC? ouais, VC inclus, exactement. Et VC, c'est les heu venture et capitalists, c'est les premiers fonds qui ont eu accès au projet bien avant qu'ils soient en private sale. si je prends que la partie VC, je sais que si la partie VC à 30, juste elle, je trouve ça déjà beaucoup parce que les VC, ils vont vraiment avoir juste pour envie de dump le token. Donc déjà 30 qui va être dump, sur tout le long du projet, ça pour moi, c'est déjà beaucoup et c'est significatif. Pourquoi un token sera plus utile qu'un autre et pourquoi et comment cela peut influencer sa prise de valeur? Alors ouais, on l'a vu, il y a pas mal de projets crypto qui créent des tokens, mais qui fondamentalement ont des tokens qui sont pas utiles pour leur projet. Donc en fait, on va avoir un token qui va être là, soit pour rien, donc ça c'est vraiment négatif, soit ils vont lui attribuer juste une part de gouvernance. Donc en fait, la gouvernance, ça va être juste si vous détenez des tokens, vous pouvez, voter sur les propositions qui seront faites par le projet. Mais en soi, si le projet fait pas de proposition, le token sert à rien, donc pas vraiment d'utilité. Et on a d'autres projets qui ont un token qui va être vraiment, obligatoire pour l'écosystème parce que, par exemple, on voit tout ce qui est layer 1, bah, le token sert à payer les frais. Donc Donc là, on c'est parle un de token coin en l'occurrence. Quand tu parles de layer 1, on oui, parle plus de token, mais on parle de coin parce que c'est vraiment l'unité de compte nécessaire au fonctionnement de l'infrastructure, quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une petite différence de langage, mais qui est très importante. Du coup, on va avoir vraiment, derrière une vélocité sur le token. Donc on va avoir un token qui va être utilisé et qui va tourner. Donc et après derrière, il peut y avoir des mécanismes de réduction de la supply, donc de la quantité en circulation et donc tous ces mécanismes peuvent créer potentiellement une pression acheteuse sur du long terme parce que, si vous ou moi en tant qu'utilisateur, on veut utiliser la blockchain, on devra acheter ce token pour payer les frais et donc sur le long terme, si on croit et qu'on a un pari long terme que cette blockchain potentiellement sera adoptée et ben, de plus en plus d'utilisateurs vont devoir utiliser ce token pour payer leurs frais, pour faire leurs transactions et donc mécaniquement, il y aura, de plus en plus de pression acheteuse pardon, qui sera saine sur ce token. Donc c'est pour ça que, selon l'utilité du token dans, l'écosystème, la valeur à court et à long terme peut être, totalement différente et surtout, par exemple, pour tout ce qui est blockchain qui ont des mécanismes de staking, si donc le staking, c'est le fait de bloquer ces, cryptos dans un écosystème pour, sécuriser la blockchain, pour faire simple et en contrepartie, il y a une inflation qui est créée et donc vous récupérez une partie de cette inflation. Donc ça, c'est intéressant, et ça permet aussi du coup de bloquer une partie de la supply. Donc sur les fondamentaux, ça diminue, même si on le voit pas, la part de token qui va être, disponible et donc il y a moins de pression vendeuse possible ou du moins à court terme, ça réduit les risques de pump and dump trop violents et ça peut baisser la volatilité, donc ça peut être aussi intéressant. Par contre, soyez prudents, hein, parce que, bon, le staking, c'est vraiment une notion de base qui avait été apportée par, je crois que c'est Solana qui l'a amené. Après, Ethereum est passé en proof of stake, Ouais. donc après. En fait, c'est ce qu'on appelle le proof of stake, c'est la preuve d'enjeu, c'est un système qui est différent de celui de Bitcoin qui lui est de la preuve de travail. Bitcoin, on va mettre en place de la puissance, de calcul, de la puissance électrique pour résoudre des équations très complexes, pour valider la cr des enfin, pour trouver l'énigme à une équation, la réponse à une équation, heu, comment dire? Pour valider une transaction, Mathématiques. enfin, en mathématiques, on résout la cryptographie. Sur la partie preuve d'enjeu, c'est différent. En fait, le système fait que on va venir bloquer des coins dans des contrats intelligents qui sont faits pour ça, pour justifier que la chaîne, en fait, est protégée. Donc c'est vraiment je simplifie au maximum. Donc vous avez la possibilité, par exemple, d'aller staker vos Ethers, vos Solana, vos Tao,
sur des plateformes. Par exemple, Solana et Ethereum, vous pouvez le faire directement depuis l'application Ledger Live. C'est l'endroit où on vous suggère de le faire, c'est le plus sécurisé. Les Tao, vous pouvez le faire directement depuis votre wallet Tao. Et sinon, il y a des plateformes qui vous proposent de staker. En réalité, vous le déléguez, vous laissez vos crypto-monnaies à cette plateforme qui, elle, va les staker et vous donner une partie du rendement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des projets, je crois pas que ce soit le cas pour Solana, il me semble pas, mais par exemple, à l'époque du Atom ou du Polkadot, il fallait 21 à 27 jours pour retirer vos crypto-monnaies. Et maintenant, pour Ether, bah, il y a une file d'attente aussi. Et des fois, c'est jusqu'à 2 mois pour récupérer le staking de vos cryptos. Donc, soyez prudents si vous faites du staking. Ayez conscience de quand vous le faites dans le cycle. Et des Ethers, par exemple, moi, à mon avis, c'est pas le meilleur moment pour le faire maintenant. Je préfère le faire en bas de cycle, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des projets comme, Bit&Sword qui ont, 0 délai de staking, donc ça peut être intéressant. Et le staking, ça permet aussi de mesurer l'engagement long terme des investisseurs potentiellement. Après là, sur Tao, c'est pas forcément le cas parce qu'on peut très facilement retirer. Mais là, par exemple, sur, la circulating supply de Tao, donc, les jetons qui sont en circulation, il y a plus de 70 qui est staké pour sécuriser le réseau. Donc, et pour du coup aussi, aller sur les subnets, donc ça, c'est une petite partie différente. Mais ça montre aussi que les investisseurs, veulent obtenir du rendement sur Tao et donc mettent à disposition leurs tokens pour, sécuriser le projet et qu'ils ont une vue, assez long terme. Parce que aussi le fait de staker peut aussi, apporter des mécanismes qu'on appelle de slashing, donc où on peut perdre une partie de son back de crypto. Donc il y a des risques et donc plus il y a une partie qui est stakée, plus ça montre aussi la confiance des investisseurs dans le projet. Ouais, et en somme, ça rend un peu plus le token illiquide, dans le sens où voilà, s'il y a 70 des Tao qui sont bloqués dans les smart contracts, bah, ça fait tout ça de moins en pression vendeuse sur les plateformes d'échange. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Tao a bien résisté comparé aux autres crypto-monnaies récemment. En plus du fait qu'il ait un halving qui arrive, je sais plus s'il est passé ou s'il Ouais, arrive le c'est non, halving. c'est début décembre, entre le 5 Voilà. et le 10. Donc, comme pour Bitcoin, on va diviser par 2 la répartition, la rémunération des mineurs, en Tao. Donc ça devrait créer un choc d'offres aussi une fois de plus comme sur les premiers halvings de BTC, parce que c'est quasiment le même protocole. Hem et donc le fait de rendre une partie de la supply, donc quand on dit la supply, ça veut dire l'offre illiquide, bah, ça fait pression sur le prix à la hausse logiquement. C'est-à-dire que s'il y a de moins en moins de projets disponibles, que la demande elle augmente doucement, mais que la quantité en circulation ou disponible elle diminue, bah, ça fait ce qu'on appelle un choc d'offre. C'est le cas sur Bitcoin, c'est le cas sur Tao aujourd'hui par exemple. Et un autre moyen finalement de réduire la quantité en circulation et donc de permettre à un projet d'être plus, bullish parce que, bah, il peut y avoir un choc d'offres, c'est aussi de brûler les tokens. Donc c'est des mécanismes qui existent sur certains projets. Par exemple, Ethereum, a un système de burn. Tu connais d'autres projets qui ont un système de burn qui a été lancé? Non, j'ai jamais vu en On se tête. souvient pas? C'est pas grave, on vous en listera si besoin. Mais bon, il y a d'autres projets qui ont mis ça en place et souvent, bon, ça fait du bien au moins sur le narratif du projet. Ça a pas toujours un impact immédiat, mais en tout cas, pour Ether, il y avait cette espèce de buy the rumor, sell the news sur la partie, burn. Il y avait le prix qui montait dans l'attente que la mise à jour du protocole vienne permettre de brûler des Ethers et on a eu une phase longue et je sais pas si c'est le cas actuellement, il faudrait que je vérifie, où, la quantité d'Ethers en circulation diminuait parce qu'on brûlait plus vite qu'on en créait. Donc, ça peut avoir vraiment un impact positif sur le long terme, dans le sens où on ne devient plus, on est plus inflationniste, mais on est désinflationniste, si on peut le dire. Et donc, bah, forcément, c'est l'inverse des monnaies fiat, quoi. On ne vient pas comme les banques centrales imprimer de l'argent à l'infini, on vient retirer les tokens de la circulation et donc, bah, ça fait une pression positive sur le prix. Ouais, tout à Alors, fait. 6e section, suivre la roadmap et l'équipe d'un projet et comprendre le rôle des venture capitalistes et des levées de fonds. Comment faire la différence entre une bonne promotion marketing qui cache une coquille vide, comme on l'a vu sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, donc avec seulement des intentions et pas d'action, et un vrai projet solide qui va avancer? Alors là, c'est encore, on va dire la bonne foi du projet qui va rentrer en compte. Souvent, le mieux, c'est de voir s'il y a une roadmap du projet. Donc la roadmap, c'est vraiment, les différentes actions que le projet va mettre en place ou doit mettre en place dans les années à venir et en fait, le but, ça va être de faire un peu une veille sur cette roadmap, donc de voir si le projet sort, régulièrement les avancées qu'il doit sortir au bon moment. Et aussi voir, la on va dire la profondeur de la roadmap. Si on a une roadmap qui est que à 6 mois, c'est compliqué. Par contre, si on voit qu'on a une roadmap sur du très long terme, genre peut-être à 3 4 ans avec des deadlines peut-être plus court terme aussi parce qu'avec une vision long terme, il faut forcément des deadlines beaucoup plus court terme au milieu pour, actionner les choses. Donc ça va être le premier point. Et le deuxième point, ça va être aussi, toute la communication sur les réseaux qui va être, vraiment importante à regarder. Si on voit que le projet est uniquement, enfin fait des posts uniquement, on va dire, très volatiles avec, il parle d'une news sur le marché, il essaye de faire la promotion de son token, et que là toute la communication est tournée autour vraiment
que sur le fait d'acheter le token, pour moi, c'est plutôt un red flag parce que ça veut dire que leur seule valeur ajoutée, c'est de promouvoir le token et en soi, normalement, un token n'a pas besoin d'être promu parce que si le token est utile, on va forcément vouloir l'acheter, pour, un cas d'usage ou du moins si le projet, on a des convictions dedans, on va forcément être attiré par le token et donc ça peut être un red flag de voir un projet qui parle, uniquement, du token ou qui a une communication qui est très, Mmh. légère, on va dire. Bah, comme on fait la plupart des meme coins et puis, beaucoup, ouais, beaucoup de projets. Généralement, vous le voyez sur X, c'est flagrant, hein. Si vous voyez un post qui dit, «To the moon, buy the token now» et cetera, ouais, c'est vrai que c'est Ouais, c'est ça. du coup, une question liée, comment est-ce qu'on fait pour, déterminer qu'une équipe fondatrice est sérieuse? Ben, ce qui est mieux, c'est d'avoir une équipe qui est connue. Ça, c'est la première chose, et ce qui est bien, c'est que souvent, il y a quand les équipes sont connues, c'est que les LinkedIn sont souvent disponibles. Donc aller voir un peu les différents, profils des fondateurs. Ouais, le palmarès. Après, c'est très compliqué de dire, telle personne a un bon palmarès et telle personne a un mauvais palmarès, mais au moins de voir que la personne est active, dans différentes activités et peut-être dans le web 2, dans le web 3. Parfois, il y a aussi des postes dans des grandes entreprises, par exemple Google, anciennement OpenAI ou d'autres choses. Donc ça va être des gros profils assez forts ou des fois, c'est des personnes qui ont créé d'autres projets, qui viennent créer un nouveau projet, donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, je pense à STBL qui est un projet de stablecoin qui est très nouveau et l'un des cofondateurs est, un des anciens cofondateurs de Tether. Donc on voit que déjà ils ont réussi à mener un projet hyper haut. Donc je dis pas que forcément ça va permettre à STBL de performer, mais en tout cas on a un profil et quelqu'un qui est là dans l'écosystème depuis longtemps et qui connaît déjà le narratif des stablecoins et qui vient apporter une nouvelle solution. Donc ça crée de la confiance aussi. Comme à l'époque, donc, le fondateur de donc Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano et Gavin, j'ai plus son nom de famille, le fondateur de Polkadot, c'est 2 ex-cofondateurs d'Ethereum. Donc ça avait apporté de la confiance dans ces projets à la base, même si les 2 projets sont morts, enfin Polkadot est mort quasiment et Cardano n'a absolument aucune création de valeur. À la base, c'est ce qui avait amené de la hype. C'est Et ça. aussi, il y a un point très important, c'est regarder finalement qui sont les partenaires, qui sont les personnes qui investissent dans ce projet. Est-ce qu'il y a des grands noms? Tout ce qui va être backé, enfin pas tout, mais en grande partie, ce qui est généralement backé par Coinbase Ventures, Solana Ventures, Pantera Capital, ces grands noms-là, c'est gage de qualité en général. OK, du coup, on va terminer, avec, une vision un peu plus globale de la chose. Les questions ouvertes. La première, c'est une fois l'analyse réalisée, comment faire une veille sur l'évolution du projet, tous critères confondus? Ouais, alors une fois que, ben, tu as fait ton analyse fondamentale, tu peux peut-être mettre des alertes sur ton X pour avoir, les tweets du projet ou autre. Ou après, c'est de se dire, bah, par exemple, je me mets un rappel, toutes les 2 semaines ou tous les mois de un peu aller checker s'il y a eu des nouvelles informations et des nouvelles choses qui sont apparues. Tu auras pas besoin de refaire toute l'analyse puisqu'il y a très peu de choses qui vont vraiment fondamentalement évoluer, mais il faudra juste que, tu checkes si du coup le projet est encore, dans les critères de ta thèse d'investissement de départ, donc ce qu'on avait évoqué au tout début du podcast et si tu vois que ça invalide, peut-être un certain critère et ben, remettre, ta position en cause. Ça va être le plus important. C'est vraiment du coup de se dire, «Est-ce que je suis toujours dans mes critères?» et du coup, est-ce que ça correspond toujours à mon profil et à ma vision long terme? Et ben, l'autre chose, c'est que si tu vois, par exemple, un changement de tokenomics, bah, du coup, refaire l'étude approfondie de la tokenomics. Mais sinon, juste checker les news et voir s'il y a des éléments, catalyseurs qui viennent, venir et après, ben, il y a toute une partie, gestion de son cycle, mais ça, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus poussé. D'ailleurs, Celle-là, elle est pour toi. ouais, une question qui est corrélée, évidemment, celle que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est: «Pourquoi les altcoins font rien, bordel?» Pourquoi est-ce que les altcoins depuis, mars 2024 ou décembre 2024 ne font que descendre alors que BTC monte? Alors qu'il y a des vrais fondamentaux sur beaucoup et qu'on voit de l'adoption, qu'on voit des choses, réelles. Une énorme adoption au niveau de la tokenisation, au niveau des RWA donc, ou de la DeFi. Alors, c'est un sujet qu'on vient de traiter dans un podcast avec, Sébastien Desportes qui est, mon deuxième expert, sur, la partie crypto, avec qui on accompagne plus de 5 600 membres dans Réussir en crypto. Donc je te mets le lien pour le podcast dans la description, mais dans les grandes lignes, la liquidité drive tout. La liquidité, c'est quoi? C'est la quantité d'argent en circulation dans l'économie privée et publique, et dans les banques centrales et dans l'économie qui vont permettre en fait de venir générer de la spéculation et de faire pousser les économies, enfin l'économie d'un État et d'une région. Et en fait, la liquidité, si vous voulez, c'est, le facteur numéro un qui va driver un cycle économique et donc la spéculation et la croissance des actifs et des marchés financiers dont les cryptomonnaies. Et les cryptomonnaies sont vraiment le marché le plus sensible à la liquidité. Donc on détaille vraiment tout ça dans ce podcast, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Sur le cycle en cours, il y a eu donc
plusieurs facteurs qui ont manqué pour les altcoins. Le premier, c'est que la liquidité, là on est le 25 novembre 2025, n'est pas encore arrivée vraiment dans l'économie, dans les marchés, donc pour pousser Bitcoin et les cryptos. Donc ça a posé problème à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que la plupart des capitaux sont entrés dans le marché via les ETF de Bitcoin. Donc, ils sont restés coincés dans ce véhicule de la finance traditionnelle dans Bitcoin. Et avant ça, dans les cycles précédents, on avait un système de fontaine de liquidité qui disait que les gens venaient acheter du Bitcoin sur le marché réel, en spot. Et une fois qu'ils avaient réalisé un multiple sur Bitcoin, ils venaient recycler leur profit dans les altcoins, donc les crypto-monnaies plus petites, des plus grandes vers les plus petites. On avait cette espèce de fontaine de liquidité qui se dessinait et en fait, à chaque cycle, on avait une corrélation, un vrai parallèle entre Bitcoin et les altcoins qui montaient de façon très, très parallèle. Et en fin de cycle, quand Bitcoin consolidait, comme ce qu'on vient de voir par exemple récemment, eh bien, les altcoins, elles, partaient de façon parabolique et verticale. Et là, on rentrait dans la phase de l'altcoin season, le moment où vraiment les alts surperforment BTC et permettent de faire des fois 10, fois 20, fois 50, fois 100. Ce qu'on a réalisé, nous, sur les cycles de 2017 et 2021. Donc il y avait tout ça qui manquait. En plus de ça, il y a eu énormément de crypto-monnaies sur le cycle en cours, donc attention les capitaux beaucoup trop dispersés par rapport au cycle dernier. Et en plus de ça, il manque vraiment quelque chose sur le cycle en cours. On a constaté vraiment que le retail, donc les particuliers, sont assez absents de ce cycle. On le voit quand on mesure la quantité de nouveaux abonnés sur les chaînes YouTube crypto. On voit qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont arrivées sur ce cycle que sur les derniers. Et ceux qui sont venus sur ce marché sont allés vers les ETF, puisque les ETF sont composés à 25% d'institutions et à 75% de particuliers. Donc vraiment, ça a capté le peu de particuliers qu'on avait. Maintenant, le cycle n'est pas fini, donc tu iras voir le podcast sur la liquidité pour comprendre ça. Et donc, ça peut permettre de régénérer une vraie poussée, parce que, ok, les altcoins sont à terre aujourd'hui, mais je te rappelle que la courbe de prix d'un actif, c'est vraiment la conséquence d'un mouvement psychologique de masse. Donc là, quand les altcoins sont au plus bas, on a connu une phase de colère, de dépression, et là, vraiment, on a peut-être une relance douce qui n'est pas encore confirmée. Mais en tout cas, dès que les altcoins commencent à pointer le bout de leur nez sur un début de relance, les initiés, ceux qui sont vraiment experts, vont rentrer dans ces moments-là. Ça génère un petit rebond, on commence à régénérer de l'attention et de l'intérêt. Donc, si Bitcoin nous permet d'aller chercher un nouvel ATH, hein, et ça, on le voit, on le mesure chaque semaine avec nos analyses. Et une fois que le prix commence à monter suffisamment, bah, il y a un vrai regain public, un intérêt qui revient, du FOMO, donc une peur de manquer le train, et de l'euphorie qui vient générer un plus haut connu sur un altcoin, une bulle, etc., et des gros multiples. Donc c'est un mouvement psychologique de masse qu'on peut encore venir voir arriver sur une période d'ailleurs très courte. Donc tout n'est pas perdu pour les altcoins pour le cycle en cours, et on verra ce que la suite du cycle nous réserve. Et pour savoir comment le gérer, ben, on analyse le cycle chaque semaine et on transmet à nos membres nos analyses. Mon cher Ben, est-ce que tu as un mot que tu veux rajouter avant qu'on se quitte? Ouais, rapidement, du coup, vraiment la méthode aujourd'hui pour choisir un altcoin et ce qui a vraiment drivé les projets qui ont pump en 2025, ça va être de se concentrer sur certains narratifs avec plutôt une vision long terme et avec des vrais fondamentaux. Ça va être aussi d'aller checker, ce qu'on a vu, le storytelling du projet, donc la valeur qui va être perçue, de ce projet, en combinant ça avec les fondamentaux du projet. Parce que comme on l'avait dit, plus la valeur perçue est décorrélée des fondamentaux, plus, il y a un risque en s'exposant à ce projet-là, parce que plus potentiellement la bulle peut exploser rapidement, comme on l'a vu avec les agents IA au début. Il y a forcément, comme Quentin vous l'a dit juste avant, le timing du marché. Même un bon projet avec une bonne valeur perçue, si le timing est pas bon ou s'il manque, certains catalyseurs, malheureusement, il faudra être patient. Et les 2 autres, derniers points importants à prendre en compte, ça va être toute la partie communauté et effet de réseau. Parce que sans cet effet de réseau et sans cette communauté, il y aura pas la fameuse boule de neige et le fait qu'il y a toute l'irrationalité qui peut prendre le dessus derrière. Et pour que ça crée cette fameuse irrationalité, on peut avoir du coup les fameux, catalyseurs qui vont être des news de marché, des listings ou autres, qui vont vraiment, être, on va dire la petite étincelle qui va amener, la lumière sur ce projet à l'instant T. Donc voilà. Bon, génial. Merci mon Ben. Comme toujours, tu es vraiment on point et très pointu dans ce que tu fais. C'est un régal. Voilà, la qualité de ce qu'on présente ici, c'est la qualité qu'on présente à nos membres. Donc, je vais vous présenter plusieurs liens dans la description. Vous irez cliquer sur ce qui vous intéresse pour vous donner encore plus de valeur. La première chose, c'est l'Instagram et le YouTube de Ben. Vous allez voir, il fait des vidéos très qualitatives sur les analyses fondamentales de certains projets ou de narratifs. Donc, vous allez apprendre beaucoup, aussi bien sur son YouTube que sur son Insta. La deuxième chose, je vous mets un lien vers une podcast que j'avais fait avec Nathan Benchimol pour la partie vente en pré-sale, si ça vous intéresse d'aller comprendre comment ça fonctionne. Aussi, je vous mets le lien du podcast qu'on a fait récemment avec Seb pour la partie vraiment macro, comprendre de fond en comble comment utiliser les liquidités et du coup être capable de timer le cycle crypto. Et pour finir, donc on a deux types de services pour les particuliers et pour les entreprises. Avec Réussir en crypto, où vous retrouverez Seb et Ben
Là, on accompagne plus de 5 600 investisseurs particuliers depuis maintenant 4 ans où on leur mâche le travail sur les analyses de marché, les analyses de crypto, les stratégies et vraiment on a un suivi précis au quotidien où on répond à toutes les questions et cetera avec une espèce de formation et compagnie. C'est un accompagnement vraiment complet. Si ça vous intéresse, je vous présente la méthode et comment ça fonctionne et on vous aide à construire un plan clair, dans le lien que vous retrouvez dans la description. Et pour ceux qui sont, qui veulent investir en tant qu'entreprise, donc on lance un service avec, ma boîte qui s'appelle Propulsa, que vous allez voir également en description, où vraiment là, on aide les entreprises à démarrer en crypto, où on les accompagne au niveau de l'ouverture de compte, puisqu'on a un accès white glove chez Kraken qui est unique au monde, où on a le droit de vous faire passer en priorité à un endroit où malheureusement maintenant c'est devenu presque impossible d'avoir un compte corporate, donc chez l'acteur qui est le plus sérieux qui est Kraken. On vous accompagne, du moins on accompagne votre comptable sur la partie comptabilité, fiscalité. On vous délivre également le rapport d'analyse hebdomadaire qu'on fait au niveau de l'analyse de marché et les niveaux de prix auxquels on achète nos Bitcoin, Ethereum et Solana sur un DCA optimisé sur le long terme. Petit aparté, c'est une méthode qu'on a mis en place sur laquelle on a réussi à baisser de 20% notre prix d'acquisition moyen versus un DCA classique. Bref, ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais je vous partage tous ces petits liens. Vous irez faire vos recherches, prendre ce qui vous intéresse et normalement, vous aurez de quoi bien démarrer en crypto-monnaie et puis réussir les années qui arrivent et construire votre patrimoine sur le long terme. Voilà, merci mon Ben encore une fois. On va se laisser là-dessus. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Et puis en attendant, on vous souhaite de tout cœur de réussir vos investissements en crypto-monnaie. Ciao, ciao.